cette dernière partie du programme. Merci d'être là ce soir pour ces deux conférences extrêmement intéressantes et avec des personnes qui sont très, très brillantes, avec lesquelles nous allons pouvoir échanger. Alors, je vais vous expliquer comment ce qu'on va faire. On va donc avoir, on a une conférence de clôture en 3 parties, voire 4 parties d'ailleurs. Donc la première partie avec sur le quantique. C'est pas moi qui vais vous en parler, hein. On a 2 spécialistes qui vous en parleront de loin bien mieux que moi. Une deuxième partie avec une conférence de Solange Garnanouti que certains d'entre vous ont déjà, avec lesquels ils ont déjà échangé. Ensuite, on aura la clôture de l'événement par notre président, Claude. Et puis Maria reviendra à la fin pour le mot de la fin, et puis pour vous expliquer comment ça se passe ce soir pour la soirée à la plage des Pirates. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier d'être là avec nous sur ces entretiens avec Finaki. Vous remercier du travail que vous avez fait. Vous avez pu faire vos ateliers de restitution, vous avez dit qu'il y avait une grosse masse de travail. Remercier les animateurs de ces ateliers. Merci vraiment. Merci pour leur Alors nous on est particulièrement sensibles, et puis moi en tant que directrice des contenus, encore plus, parce que je vois qu'il y a du contenu, du très beau contenu, du très bon contenu. Mais ce que j'espère, c'est que ce contenu vous sera utile, que vous avez eu plaisir et de l'intérêt à le produire, et qu'il vous sera utile pour la suite auprès de vos équipes ou dans vos échanges futurs. Voilà. Alors, on va tout de suite, sans plus tarder, donc, on va avoir cet échange donc, avec Georges Raymond, le CEO de Pasquale, et Jean-Charles Faugère, qui est le cofondateur et CTO de Cryptonext Security. Comme d'habitude, on va échanger pendant une demi-heure et après je laisserai du temps pour les questions-réponses de la salle. Et bien sûr, ce soir, si vous voulez, si après la conférence ou ce soir, si vous souhaitez échanger de nouveau avec eux, au moins Georges-Olivier sera là et puis Jean-Charles de toute façon est disponible aussi, si ce n'est physiquement par mail ou par d'autres moyens, pigeon voyageur peut-être pas, mais avec le quantique on ne sait jamais. Donc, alors pourquoi ce sujet, et après je les laisserai se présenter et présenter surtout leur entreprise. Le quantique c'est quand même alors c'est pas un buzzword quand même, parce qu'on a vu qu'il y avait des buzzwords, on en a traité quelques-uns, on n'a pas encore complètement cerné certains de ces buzzwords. Le quantique, ça fait longtemps qu'on en parle, on a l'impression que ça approche. Et d'autant plus que, je crois que sur le métaverse, on a dit qu'il y avait des milliards de dollars qui étaient versés. Sur le quantique, il y a aussi beaucoup d'argent qui est versé, même en France. En France, il y a quand même une annonce d'un plan quantique de 1,8 milliard en mai 2021. Donc il y a des ambitions, d'autant plus qu'on a de très belles entreprises françaises, des startups comme Pascal ou Cryptonext Security. Le quantique, ça reste quand même c'est très large. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'il y a dans le quantique? Nous avons 2 représentants. Je ne veux pas dire trop de bêtises, mais bien sûr, c'est pas la même chose entre Pascal et Cryptonext Security, ce ne sont pas la même chose, ils vont vous expliquer ce qu'ils font, mais justement, je voulais aussi qu'ils vous aident peut-être à essayer d'en savoir un peu plus, de comprendre un peu mieux, et surtout de savoir où nous en sommes aujourd'hui sur le marché, et où nous allons, et comment nous y allons. Et vous verrez que tous les deux, la conclusion de nos entretiens de préparation, ça a été, on a besoin de la communauté. Ça a été vraiment, j'ai relu mes notes, et à un moment donné, j'ai cru que, pourtant on a fait des entretiens séparément, ils se sont donné le mot, on a besoin de la communauté, des décideurs de l'IT, des DSI, et de vous tous. Donc je me suis dit, c'est d'autant plus intéressant de les entendre, et que vous les entendiez pour savoir ce qu'ils attendent de vous. Alors, je vais m'arrêter, si je vais vous présenter un petit peu plus, je vais aller m'asseoir. Parce que pour nous aussi, l'événement était Alors je vais commencer par vous, Jean-Charles. Vous êtes cofondateur et CTO de Cryptonext Security. Vous êtes diplômé de Normal Sup. Vous m'arrêtez si vous... Diplômé, mais c'est pas... Oh, c'est pas grave, vous êtes passé par Normal Sup. Vous me dites, si je dis vraiment des énormes bêtises, chargé de recherche au CNRS, directeur de recherche à l'INRIA pendant presque 12 ans,
En 2018, vous obtenez avec Ludovic Perret le premier prix Athos Joseph Fourier dans le domaine des technologies quantiques qui vise à récompenser une équipe ou une personne pour ses travaux de recherche innovants en matière de technologie numérique. Jusque-là, c'est bon. Et en 2019, vous créez toujours avec Ludovic Perret la société CryptoNext Security. Alors, j'ai lu quelque chose à votre propos, je ne sais pas si on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Vous avez obtenu l'aval d'un comité de déontologie pour une mise à disposition vous éloignant de la recherche publique en vue de poursuivre une activité entrepreneuriale. Je crois que c'est un article dans peut-être Sciences et Avenir, un Graal qui vous avait été refusé en 2018. C'est vrai ça? Ah oui, c'est assez compliqué de remplacer du public au privé. Oui. C'est pas si simple qu'on croit, donc ça a pris effectivement... Même au XXIe siècle encore en France. Voilà. D'accord. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer, au contraire, ça nous motive. Ça vous motive encore plus. Georges Olivier, donc je le disais, CEO de Pasquale, un Master Engineering à l'Institut d'Optique, un doctorat de physique quantique à l'Université Paris-Sud. Votre thèse portait sur les pièges bipolaires microscopiques d'atomes froids. Vous avez retrouvé ça? Ah, j'ai retrouvé ça. C'est incroyable. Ah, c'est pas très... Vous avez travaillé chez Genwave, Safran, United SI, donc ça c'est des entreprises qui nous parlent. Et en 2019, vous devenez CEO de Pasquale et vous remportez le grand prix du concours ILAB 2020 de BPI France pour le projet Procure. En avril 2021, vous avez fait une grosse levée de fonds, pour la France, 25 millions d'euros, ça doit faire rigoler de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est quand même une levée importante. Alors tous les deux, c'est peut-être important de le préciser, vous avez bénéficié du fonds de cantonation. Peut-être qu'on en dira un mot aussi, c'est le premier fonds donc, dédié aux technologies quantiques qui a été créé notamment par Charles Becbédé, Christophe Jursac et Olivier Tonneau. Donc c'est aussi ce qui nous caractérise. Ce fonds est un des premiers fonds européens, même d'ailleurs plus que français. C'est le premier. Hein. C'est le premier. C'est le premier au monde même. Donc je l'ai dit, il y a une volonté quand même, une volonté de développer les technologies quantiques en France, mais aussi des belles entreprises. Alors peut-être Jean-Charles, rappeler ce que fait CryptoNext Security, qu'est-ce qui vous a poussé aussi à créer cette société malgré certains obstacles, vous l'avez rappelé, enfin je l'ai rappelé, et puis où vous en êtes aujourd'hui. Très bien. Alors déjà merci de l'invitation. Et donc CryptoNext Security, c'est une société qui a été fondée en 2019, dont l'objectif est de se protéger de l'ordinateur quantique. Donc nous, on ne fait pas du quantique, on est le bouclier face à l'ordinateur quantique. Ça va pouvoir faire, c'est une révolution, ça peut faire des tas de choses extraordinaires. Nous, la problématique, c'est de se protéger de cette surpuissance de l'ordinateur quantique. Alors, donc on est une société qui est donc issue du milieu académique. Auparavant, j'étais donc directeur de recherche à INRIA. J'ai travaillé depuis 20 ans dans le domaine de cette cryptographie qui va être résistant à l'ordinateur quantique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur quantique a la capacité de vraiment casser la cryptographie à clé publique actuelle, donc qui est basée sur RSA, des problèmes comme RSA, les courbes elliptiques, etc. Donc il faut savoir que... Alors il y a aussi un impact sur ce qu'on appelle la cryptographie symétrique, mais dans ce cas-là, le remède n'est pas trop compliqué, il suffit de doubler la taille des clés. Bon, pour le problème de la cryptographie à clé publique, vous aurez beau doubler, quadrupler les clés, ça ne sert à rien, donc il y a un vrai problème. En fait, avec un ordinateur quantique, on est capable de retrouver la vraie clé secrète que vous utilisez, donc c'est même pas détectable. Donc là, il y a un vrai problème systémique. Et donc, cette menace a été prise au sérieux par les gouvernements, des instituts. Et par exemple, il faut savoir que depuis 2016, le NIST, l'organisme de standardisation américain, a lancé un concours pour le renouvellement complet de la cryptographie à clé publique. Donc là, qui doit se terminer, ils ont un peu de retard, il devait se terminer en mars. Donc il y a une feuille de route qui a été établie. Et donc, renouvellement complet de cette cryptographie face à la menace de l'ordinateur quantique. Alors, je crois que vous étiez dans le concours, où vous en êtes, et puis justement, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, il y a eu une polémique autour de ce concours NIST, puisque un des candidats, en fait, il s'est avéré qu'il a réussi à être hacké. Je résume peut-être... Alors, nous, effectivement, on a participé à cette compétition du NIST. On a
un algorithme qui est en finale de la compétition du NIST. Ça reflète plus notre travail académique. En fait, dans la société, on est complètement agnostique et tous les algorithmes en cours de compétition dans cette compétition sont implantés par Cryptonext. Donc, complètement agnostique. Et alors, c'est pas une polémique, hein, c'est vraiment la vie de la cryptographie. Il se trouve qu'il y a un cryptosystème qui est soumis, il y en a plusieurs qui ont été attaqués, entre guillemets attaqués, par des collègues académiques et donc qui ont cassé le cryptosystème. Mais ça, c'est la vie naturelle du monde de la cryptographie. C'est pas une polémique au sens... c'est pas une polémique, c'est vraiment la façon de procéder. Tous les algorithmes qui participent à la compétition du NIST sont publics. Ils sont soumis à la communauté. À la communauté, et le but, c'est évidemment de casser le système du petit copain. Ça, c'est le jeu, et c'est comme ça depuis tout le temps. Et donc, vous disiez que ça avait pris un petit peu de retard. Par contre, on est quand même dans la dernière ligne droite. Ah oui. Ça se comprend moins, alors. Et ça va avoir quelles conséquences une fois qu'on aura la standardisation? Normalement, là, c'était en mars, c'était prévu fin mars, on devait avoir les premiers algorithmes qui allaient être standardisés par le NIST. Donc, dire, voilà, il faut un algorithme maintenant pour la signature, un algorithme pour l'échange de clés. Et donc ça veut dire que c'est vraiment le go pour avancer dans le domaine du déploiement. En fait, on peut déjà travailler, et c'est ce qu'on fait, mais quand même, évidemment, le fait que les algorithmes soient sélectionnés et donc par le NIST, c'est ça qui va déclencher vraiment le passage à l'échelle. D'accord, et pour vous, c'est important? C'est très important. Ça n'empêche pas qu'il faut commencer, il ne faut pas non plus se braquer sur cette date. On peut dès maintenant anticiper les choses. Et parce que, en fait, ce qu'on fait dès maintenant, c'est ce qu'on appelle de la crypto-agilité. Donc, en fait, le problème, pourquoi c'est compliqué cette transition? Il y a un certain nombre de clients qui nous disent, ça me rappelle un peu l'histoire du bug de l'an 2000, c'est que la cryptographie, elle est tendue en fait dans les systèmes. Et donc changer de cryptosystème, c'est compliqué parce que c'était vraiment fait pour RSA, tout était codé en dur. Et donc ce qu'on fait maintenant, c'est la crypto-agilité. Une fois qu'on a fait ça, on pourra changer n'importe quel algo, on pourra remplacer n'importe quel algo de signature par un autre algo. Alors, on parlera peut-être aussi tout à l'heure de la menace, parce que ça intéresse beaucoup notre public, puisque notre public est composé de DSI, de RSSI, de CTO, directeur cybersécurité également. Il y a eu un mémo, un livre blanc, enfin, une vingtaine de pages, publié il n'y a pas très longtemps par l'ANSSI. Oui. On en a un petit peu parlé ensemble. Alors, j'ai senti pas du point d'agacement, mais vous trouvez que les propositions sont un peu trop attentistes? Non, le document qui est écrit par l'ANSSI est très bien fait. En fait, c'est leur vue sur la transition vers le post-quantique. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas remplacer la cryptographie actuelle directement par cette nouvelle cryptographie. Ça serait vraiment trop dangereux. Donc, ce qu'ils proposent, et que d'autres organismes proposent, c'est de hybrider. C'est-à-dire qu'on va garder la cryptographie classique, mais on va rajouter un deuxième jeu de clés qui va être, lui, résistant à l'ordinateur quantique. Donc ils expliquent en fait leur vue de transition, et au contraire, ils sont en avance par rapport à d'autres pays, puisque déjà ils donnent des dates. Donc par exemple, ils indiquent qu'à partir de 2025, ça va commencer à devenir obligatoire d'avoir cette cryptographie résistante au quantique, au moins pour les organismes de type OIV ou les entreprises pour lesquelles la sécurité est très importante. Donc ça c'est vrai, et 2025 ça arrive tout de suite en fait, en termes de transition, voilà. Et donc ça c'est un document qu'on trouve très facilement. Oui, sur le site de l'ANSSI, c'est très intéressant, mais c'est plutôt accessible. Oui. Et il y a un autre document qui est paru récemment aussi par le BICI, donc l'équivalent allemand de l'ANSSI, qui est très intéressant à lire, où s'ils font un état des lieux, ils donnent vraiment leur... pourquoi il faut avancer maintenant rapidement. Je crois qu'il est en anglais, celui-ci. Oui, ils ont deux versions. Même l'ANSSI, il y a la version comme française. l'ANSSI, il y a la version. Très bien. On y reviendra aussi peut-être sur les propositions de l'ANSSI. Merci Jean-Charles. Jean-Jean Olivier, donc là on change, alors pas radicalement, mais on change quand même aussi de secteur, avec Pascal. Pascal qui n'arrête pas de faire la une de l'actualité. Hein. J'ai parlé de cette levée de fonds. Mais il y a, récemment, vous avez annoncé un partenariat avec OVH Cloud. Vous avez racheté, je crois, un de vos concurrents, enfin une autre... Une fusion. Une fusion, ouais, bon, d'accord. C'est ce que ça veut dire.
J'expliquerai. D'accord. Donc, justement, alors quelques mots sur Pascal. Oui, alors on dit bien Pascal, effectivement. C'est pas Pasquale. Mais pourquoi j'avais dit Pascal tout à l'heure? Ah non, je dis Pascal. C'est un détail. C'est un clin d'œil à Blaise Pascal. Oui, qui a inventé la première machine à calculer. La première machine à calculer. Donc c'est pour dire qu'on est français et puis on a mis un Q parce qu'on fait du quantique. Donc Pascal, on fabrique des processeurs quantiques. Et comme l'a dit Jean-Charles, les processeurs quantiques, c'est les processeurs de demain, qui ont une puissance de calcul formidable par rapport à ceux que vous connaissez aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle les processeurs à base de silicium. Et il ne faut pas voir ça comme une amélioration continue, hein, c'est vraiment un changement de paradigme. Et les cas de calcul dont parlait Jean-Charles, c'est-à-dire que si vous voulez casser un code de cryptographie, à un moment donné, il y aura une étape dans le calcul qui va vous demander de faire un calcul très complexe. Et très complexe, ça veut dire qu'il faudrait des milliards d'années pour le faire sur les machines qu'on connaît aujourd'hui. Donc on dit qu'on ne sait pas faire. Et avec un ordinateur quantique, on pourrait, je dis on pourrait, parce que on est encore au début, on pourrait le faire en quelques jours. Donc c'est vraiment ça dont on parle, et c'est un changement qui est en train de se mettre en œuvre, hein, qui arrive beaucoup plus rapidement que prévu. Moi je suis le premier surpris à voir la vitesse des développements qu'il y a derrière. Et d'ici une dizaine d'années, dans tous les centres de calcul de haute performance, il y aura des processeurs quantiques pour accélérer le calcul. On est au conditionnel aujourd'hui. Vous vous donnez quel horizon? Est-ce qu'on on le verra dans nos carrières professionnelles, on le verra. Oui. L'échéance. Alors on parle de ce qu'on appelle l'avantage quantique. Donc l'avantage quantique, ça va être un intérêt pour vous d'utiliser un ordinateur quantique plutôt qu'un processeur classique. Et ça va se matérialiser de plusieurs façons. Alors ça peut être un calcul qui est plus rapide, ça peut être un calcul qui est plus précis, ou ça peut être la même chose que tout ça, c'est-à-dire que vous faites un calcul aussi rapide, aussi précis, mais vous le faites avec moins d'énergie, parce que ces machines, elles consomment extrêmement peu d'énergie. Les machines qu'on fabrique, vous les branchez dans votre cuisine. Je dis ça parce que vous savez ce que c'est que les gros calculateurs. En général, il y a la chambre, il y a la salle avec les calculateurs, et à côté, il y a la centrale électrique. Donc ça compte dans la balance. Et à Pascal, nous, on pense qu'on est à 2 ans de livrer un premier avantage quantique sur une application. 2 ans. D'accord. C'est très proche. 2 ans. La concurrence aujourd'hui, quelle est-elle? Elle vient des États-Unis, elle vient de Chine, mais on ne sait pas trop. Vous en êtes où, justement, par rapport à vos concurrents? Alors nous, on est le leader européen des solutions quantiques, hein, et ça s'est matérialisé par le fait qu'il y a un consortium européen qui s'est créé pour équiper des machines, pour mettre des machines quantiques dans des centres de calcul en Allemagne et en France, et ils ont choisi nos technologies. Donc en Europe, on est les leaders. On est les leaders sur nos technologies, d'accord, mondiaux. Et après, les concurrents qu'on a, ils vont utiliser d'autres technologies, d'autres transistors. Hein, on pourrait faire une sorte d'analogie comme ça. C'est IBM, c'est Google, c'est les gros acteurs américains. Évidemment, il y a la Chine, mais c'est un peu plus dur de savoir ce qu'ils font. Mais c'est clair qu'ils y travaillent. Aujourd'hui, tous les grands pays ont des plans nationaux quantiques pour aider à faire émerger, à aider leur écosystème à naître. Même la France, je dis même la France, parce qu'il y a 1 an, le président Macron a annoncé ce fameux plan national quantique, qui quand même met 2 milliards d'euros pour aider cet écosystème. Et si on m'avait dit un jour qu'il y aura un président de la République française qui parlerait de physique quantique dans un discours, je ne l'aurais jamais cru. Et voilà, c'est un des miracles que peut faire le quantique. Et alors, vous savez que la nouvelle ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, donc j'ai découvert ça, est la première physicienne quantique qui arrive au gouvernement, qui est à l'origine spécialisée dans les semi-conducteurs et donc la physique quantique, et ancienne présidente de Paris-Saclay. Oui, on a une spin-off de Paris-Saclay. Donc voilà, donc il y a de l'espoir. Encore une question, Georges-Olivier, quelles sont les principales difficultés aujourd'hui que vous rencontrez dans le développement de vos technologies? Parce que, je pense qu'il y aura plein de questions avec les gens les personnes dans la salle sont beaucoup plus calées que moi et vous poseront des questions sans doute plus précises, mais c'est quoi les principales difficultés rencontrées? Alors, il faut savoir que la technologie, elle a ses débuts. Et ça va être un long voyage. Il faut vraiment, on peut regarder derrière nous ce qui s'est passé dans l'informatique classique. Hein, les premiers pas, c'était les années 60-70. Et grosso modo, ça prend 40-50 ans d'arriver à une technologie qui est mûre et mature, où aujourd'hui, on est enfin capable de faire tourner des outils Microsoft sur
sur des processeurs Apple. Et encore. Donc ouais, ça prend 50 ans, mais entre-temps, il y a quand même il y a quand même du business qui s'est fait. Donc dans le quantique, aujourd'hui, on est au début, et un des gros challenges, ça va être de trouver les premières applications qui vont délivrer ces fameux avantages quantiques. Parce que les premières machines, elles vont être, elles vont être spécifiques. Nous, les algorithmes qu'on développe, les solutions qu'on développe pour nos clients, elles exploitent les forces du hardware. Donc c'est programmé de manière spécifique. Vous ne pourrez pas transporter le code sur une autre machine. Mais c'est ça qui fait qu'on va plus vite vers l'avantage. Parce qu'on fait un développement plus efficace. Et donc là, il faut arriver à trouver ces fameux cas d'usage. Et pour ça, on a besoin de partenaires, des gens qui vont amener ces fameux cas d'usage, qui vont travailler avec nous, parce qu'il faut mettre les compétences des deux côtés. Et on est dans un domaine, c'est inconnu, c'est uncharted territory, comme on dit en anglais, donc on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et ça, c'est une vraie difficulté. Oui, on reviendra tout à l'heure sur le Quantum Journey, comme vous l'avez surnommé, je crois. Merci. Jean-Charles, on est sur la crypto post-quantique. Vous avez dit en commençant, il y a une menace, il y a des risques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus quels sont justement ces risques et avec une solution comme la vôtre qui permet justement de limiter ces risques à venir d'ici 2025, voire 2030, si on en croit l'ANSSI? Alors, le risque, c'est clair, quand vous n'avez plus de crypto à clé publique, vous ne pouvez plus faire de paiement sur Internet, on peut falsifier des documents avec la signature à valeur légale, par exemple, on peut faire des faux documents, même, donc il y a un impact partout. Quand vous initialisez une communication avec Teams, il y a de la cryptographie à clé publique, même dans les bitcoins, par exemple, il y a de la signature, et donc tout ça c'est impacté. Donc en fait, c'est un impact total sur ce qu'on appelle l'économie numérique. Donc la menace, elle est vraiment très claire. Et les solutions, donc il faut savoir que heureusement, la communauté académique travaille sur ces sujets-là depuis très longtemps. Je disais que j'avais mes premiers travaux sur le sujet il y a 20 ans. Et donc il y a des solutions algorithmiques qui existent, qui permettent de remplacer la cryptographie actuelle par une nouvelle génération de cryptographie. Donc, si on ouvre un peu le capot, c'est dessous, il y a des problèmes mathématiques. Les problèmes qui étaient utilisés jusqu'à maintenant ne sont pas suffisamment puissants pour résister à un ordinateur quantique. Mais inversement, un ordinateur quantique, c'est pas non plus magique, ça ne résout pas tous les problèmes instantanément. Et donc, en fait, en remplaçant les problèmes mathématiques sous-jacents par de nouveaux problèmes, qui eux sont compliqués, y compris pour un ordinateur quantique, c'est-à-dire qu'on va retrouver le fait qu'il faille des centaines d'années, des milliers d'années pour casser le cryptosystème, eh bien, on peut s'en sortir quand même. Et donc ça, c'est déployable tout de suite. Il n'y a pas besoin d'ordinateur quantique pour se prémunir d'un ordinateur quantique. Donc les solutions qu'on propose dans CryptoNext, c'est du logiciel qui tourne sur des téléphones portables. Qu'est-ce que vous... Quand Georges Olivier dit, bon, dans 2 ans, on aura un avantage quantique, comment ça s'intègre justement, vous, dans vos réflections et vos développements? Parce que vous m'avez dit, bon, on n'a pas besoin d'ordinateur quantique pour faire de la crypto post-quantique, mais bon, ça arrive quand même, là. Oui, ça arrive très vite, plus vite, comme disait Georges, ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Et en plus, il faut bien savoir que si un État comme, par exemple, la Chine, dispose d'un ordinateur suffisamment puissant pour casser des clés, ils ne vont pas l'annoncer sur la place publique. Donc en plus, c'est une menace un peu... donc plus Pascal va produire des ordinateurs rapides et puissants, plus il faut se dépêcher pour faire cette production. Mais ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect, c'est vraiment ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est la régulation. De toute façon, les Américains ont décidé de passer à la cryptographie à clé publique, la cryptographie post-quantique. Donc, par exemple, en début d'année, là, il y a eu Biden qui a écrit un mémo pour donner injonction aux agences fédérales, dans les 6 mois, d'avoir un plan clair de transition vers le post-quantique. Ça, c'était, nous-mêmes, ça nous a surpris, en fait. Donc, il y a une accélération dans cette menace quantique, qui est un peu diffuse. On ne sait pas exactement, il n'y a pas un jour avant, ça va être clair, on est en sécurité, le lendemain, on n'est plus en sécurité. N'empêche que cette menace, elle se précise, et on voit des pays bougent très
très vite sur le sujet. Oui, mais alors vous disiez tout à l'heure, il faut, et d'ailleurs là aussi ce sont les préconisations de l'ENSI notamment, il faut d'abord aller vers un modèle hybride. Qu'est-ce que ça veut dire pour les DSI qui sont ici, qui ont déjà des solutions de sécurité de plus en plus complexes, de plus en plus de solutions de sécurité, hein, ça s'accumule sur les étagères, qui ont parfois du mal à gérer toute cette complexité. Et là, vous leur dites, ouais, c'est bien, mais il va falloir encore en rajouter une, et encore plus complexe, et que tout ça marche ensemble, et que tout ça protège notre patrimoine informationnel, nos machines, nos systèmes, nos données. Leur facilitez pas la tâche. Hein. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut bouger dès maintenant. Et en plus, je n'ai pas dit, en fait, ce qui est terrible, c'est que du coup, il y a une augmentation des tailles de clés, il va falloir avoir géré ces doubles clés. Donc il y a toute une problématique de gérer cette cryptographie hybride, donc qui est quand même très bien acceptée dans le milieu industriel, parce que du coup, on est sûr de ne pas dégrader au moins la sécurité existante. Ça, c'est déjà un point fort, mais c'est complexe, comme vous l'avez dit. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer dès maintenant à faire des expérimentations, et même plus que des expérimentations, essayer de mettre des plateformes le plus proche de la production avec ces solutions qui vont être résistantes au quantique. Et donc ça, on a un certain nombre de clients, nous, avec lesquels on a travaillé, et on voit que la première chose, en fait, qu'ils nous disent, c'est de lancer ces expérimentations. Ça leur permet déjà de se plonger dans ce nouveau milieu, et d'avoir un premier retour d'expérience, évidemment de vérifier que ça marche, et aussi de faire monter en compétence leurs équipes sur le sujet. Ça, c'est très important. Merci. Alors justement, Georges-Olivier, qui est aujourd'hui concerné par les solutions que vous développez, et quel impact pour les DSI qui nous écoutent, et même pour les fournisseurs de solutions, parce que l'impact, il est global. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous avez une activité au sein de votre entreprise qui fait du calcul de haute performance? Et si la réponse est oui, il faut vous intéresser au quantique. Encore une fois, dans 10 ans, il y aura des processeurs quantiques dans tous les centres de calcul. Et donc Jean-Charles parlait de méthode hybride, ça va être la même chose dans le quantique. Enfin, dans le calcul de haute performance. C'est-à-dire que vous allez avoir votre centre de calcul, vous aurez les processeurs classiques qui seront toujours là, parce qu'on en aura besoin. Vous aurez les accélérateurs graphiques aussi pour accélérer certaines parties du calcul. Et en plus, il y aura un autre type de processeur, des QPU, des processeurs quantiques qui viendront aussi apporter leur spécificité. Et à cette intégration-là, on y travaille. On a un partenariat avec Atos. Je pense que là, tout le monde connaît Atos, pour justement aider à cette hybridation. Et c'est justement aussi le but du projet HPCQS, le projet européen qui a acheté ces deux machines, c'est de pousser le prototypage, je dirais, jusqu'au bout, c'est-à-dire de mettre ces machines sur les centres de calcul, de les intégrer au plus proche, et de déployer des applications. Vraiment un test à grande nature. Donc vous en bénéficiez en fait. On travaille pour vous, pour cette intégration-là. Et alors, ça va changer un petit peu, mais je pense que c'est largement gérable. C'est une question qu'on me dit souvent quand même. Il va falloir apprendre le quantique. Non, on va le faire pour vous. Enfin, vous vous intéressez pas à savoir comment marchent vos tablettes, hein. Et pourtant, je vous promets que si on se penche dessus, c'est très compliqué. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec. Et ça, pour vous, ça ne va pas changer. Donc ça, on va s'en occuper. C'est comme avec Nvidia, les GPU, je ne vais pas citer de marque, mais il y a une vingtaine d'années, il n'y en avait pas dans les centres de calcul. Et quand on s'est aperçu de leur importance, de l'intérêt que ça pouvait apporter, hein, les gens s'y sont mis très vite, et surtout les fabricants on les ont aidés. Ils ont proposé des solutions logicielles pour les accompagner. Et au final, la transition, si on regarde les chiffres, en 2 ans, il y a eu des GPU partout. Alors, tout à l'heure, j'ai cité votre partenariat avec OVH Cloud, puis après, vous répondrez à des questions qui concernaient dans le secteur d'activité. Qu'est-ce que vous faites avec OVH Cloud? Vous pouvez détailler un petit peu ce partenariat qui a été annoncé, je crois, il y a quelques semaines, après le coup. Donc, les machines, dans un premier temps, elles sont accessibles sur ce qu'on appelle sur le cloud. Ça sera du Quantum Computing as a Service. Et donc OVH nous aide pour faire ça, pour rendre nos technologies accessibles à distance. Donc c'est ça ce partenariat qu'on a avec eux. Okay. Et ça va être opérationnel quand? Alors toujours dans 2 ans, 3 ans? Ah non, ça c'est déjà opérationnel.
Et alors, dans 2 ou 3 ans, on aura un avantage quantique. Donc, on a déjà des solutions aujourd'hui. Alors, on sait qu'elles ne sont pas encore assez performantes pour délivrer un intérêt, un usage économique. Mais si vous voulez, ça permet de tester toute l'infrastructure. Ça permet de tester le cloud, ça permet de tester les interfaces logicielles, ça permet de former les gens qui vont les utiliser, et ça permet d'apprendre les cas d'usage qu'on peut faire avec. Et ça, on peut le faire dès aujourd'hui. Et alors justement, si on parle de cas d'usage, il y a certains secteurs qui sont peut-être plus concernés dans un premier temps que d'autres, qui est la finance, est-ce que le secteur militaire peut-être Alors, à terme, c'est tous les secteurs qui sont impactés. Hein. Il y a une étude du BCG qui dit que d'ici 10-20 ans, l'impact du quantique, c'est 800 milliards de dollars de revenus générés. Donc, ça impacte vraiment tous les secteurs. Aujourd'hui, on essaie de trouver celui qui va être impacté en premier. Et effectivement, le monde de la finance et aussi de l'énergie, c'est des bons candidats. Parce que ce que savent bien faire les processeurs quantiques, par exemple, mais ils ne savent pas faire que ça, c'est traiter des problèmes d'optimisation. Et donc quand vous optimisez, je ne sais pas moi, la distribution d'électricité, si vous la distribuez de manière plus optimale, si vous gagnez, je sais pas, 1% sur cette distribution-là, sur 1%, vous multipliez par la production électrique d'un pays entier, et ça fait tout de suite beaucoup d'argent économisé. Et en finance, c'est un peu la même logique. On va optimiser, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec le Crédit Agricole, vous allez optimiser la gestion des risques d'un portefeuille, et donc à la fin, vous allez avoir un système qui est plus rentable. Et ça aussi, ça se multiplie par le volume qu'il y a derrière. D'accord, merci. Jean-Charles, on a parlé, alors tout à l'heure, on a évoqué le quantum journée, c'est-à-dire que vous, et je le disais en introduction, tous les deux, vous m'avez dit, il faut y aller. C'est le moment, il faut que l'écosystème se mobilise. Donc vous avez une partie de l'écosystème devant vous. On a vu que la filière française n'avait pas à rougir par rapport à la concurrence internationale. On a un fonds d'investissement qui investit. Le gouvernement a annoncé, enfin le président de la République a annoncé 1,8 milliard, 2 milliards d'investissements dans le quantique. Mais vous m'avez dit qu'il faut quand même peut-être passer la 4e, voire la 5e. Oui, alors, parce que déjà on voit ce qui se passe aux États-Unis. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'aux États-Unis, cette prise de conscience de la menace de l'ordinateur quantique, elle est bien plus avancée qu'en Europe, qu'en France. Là-bas, on n'est plus. La question, c'est pas quand est-ce que l'ordinateur quantique va arriver. Il lance tout un tas d'expérimentations pour tester plusieurs solutions. Donc il y a vraiment une organisation, et je ne parle pas des GAFAM qui ont des équipes entières sur les sujets, je parle même des autres entreprises. Donc il y a vraiment cette prise de conscience, ça bouge très vite, aux États-Unis en particulier, mais dans d'autres pays également. Et donc ce qu'il faut vraiment passer maintenant, c'est à l'étape d'expérimentation. Donc nous, on a déjà un certain nombre de clients dans le milieu bancaire, défense, etc. Et ce qu'on pense, c'est que maintenant, il faut que les grandes entreprises soient capables d'amener des PME comme les nôtres dans des contrats pluriannuels ou des contrats à l'export qui vont embarquer en fait des sociétés comme nous sur ces sujets-là. Donc pour effectivement tirer, en fait, pour faire avancer les choses plus rapidement. Alors, concrètement, aujourd'hui, on a compris le message, mais peut-être concrètement, face au DSI, qu'est-ce que vous attendez d'eux directement? Donc, ils se penchent sur ces technologies, ils essayent, ils testent, comme le disait Jean-Olivier. Voilà, il faut tester. Donc, il y a des solutions logicielles. Nous, on a dit tout à l'heure, c'est compliqué. D'un côté, on fait aussi l'effort de faciliter cette intégration. Donc, selon les outils qu'on utilise, la transition peut être rapide. Des fois, ce n'est pas toujours extrêmement compliqué. De base, c'est compliqué, mais on a fait du travail pour que ça devienne très facile à utiliser dans certains contextes. Et donc, l'objectif, effectivement, c'est celui-là, c'est de tester, avec comme objectif de tester dans un milieu qui soit le plus proche de la production. Et donc, qui utilise, par exemple, on fait beaucoup d'expérimentations avec des clients où, à un moment donné, il y a
un HSM. Un HSM, c'est un Advanced Security Module qui vous permet de faire la cryptographie. Donc ça, on a un partenariat avec Thales sur le sujet. Il faut penser à faire des expérimentations, mais le plus proche des conditions opérationnelles. Pas juste... Pas juste le POC. On m'avait dit, il y en a marre des POC. Non, mais c'est intéressant aussi. Mais juste dans l'optique d'aller faire de passer en pré-production, en production après. Georges Olivier, vous êtes aussi dans la même... Oui, moi le message est simple, c'est venez travailler avec nous. Vous venez travailler avec nous, on prend contact, vous me dites quelles sont les difficultés, enfin quels sont les problèmes que vous avez au sein de votre DSI, qu'est-ce qui vous consomme le plus de temps machine, et on regarde ensemble s'il y a une solution quantique qu'on peut mettre en face. Et cette phase-là, alors je le dis, elle est gratuite. Hein, c'est une phase de discussion, et en général ça va très vite. Hein. Enfin, comme client, on a EDF, on a Crédit Agricole, je l'ai dit, BMW, Thales, MBDA. En général, en 2-3 réunions techniques, on a trouvé 2-3 cas à creuser. Donc on sait faire, et d'ailleurs on a tous les outils pour vous accompagner. Donc ça veut dire d'une part des experts qui vont apporter leur expertise du quantique, ce qui fait que vous n'aurez pas à comprendre, à aller dans ces couches-là. On a le support applicatif pour vous faciliter la tâche le plus possible. On a des outils d'émulation qui permettent un émulateur, en fait, ça reproduit, c'est un ordinateur classique qui reproduit le fonctionnement d'un ordinateur quantique à très petite échelle. Donc, concrètement, il n'y a pas d'avantage à en espérer, si ce n'est que c'est un moyen facile pour tester les algorithmes et pour apprendre à coder. Donc, on a ça. Et puis, à la fin, surtout, on a les machines pour implémenter les cas d'usage. Et on les implémente à une échelle suffisamment grande pour que vous puissiez vous projeter dans l'avenir, donc d'ici les 2-3 ans, là, quand on aura cet avantage, quand on aura la machine plus performante. Concrètement, vous allez pouvoir benchmarker contre vos solutions classiques. Et vous allez vraiment apprendre. Et dans 2-3 ans, quand on aura les machines de seconde génération qui seront plus puissantes, et bien vous serez prêts. D'accord. Alors 2 questions avant de laisser la parole à la salle. Je termine là, d'abord. Est-ce que la filière je vous ai réunis tous les deux, mais je pense que vous vous connaissiez, vous avez un fonds d'investissement commun. Est-ce que la filière se parle aujourd'hui en France? Est-ce que, bien sûr, vous faites pas la même chose, mais est-ce que il y a une synergie, il y a vous vous retrouvez de temps en temps, pas seulement sur Finaki, mais vous vous retrouvez de temps en temps pour faire le point aussi de vos technologies? Oui, bien sûr. Je confirme, hein, mais c'est un milieu qui reste encore assez petit. Donc on se connaît tous. Et puis il y a encore, je vous ai expliqué l'histoire du nom de Pascal, il y a une sorte de fierté à être français. Vous savez, il y a déjà eu une révolution en quantique. Aujourd'hui, nos ordinateurs, ils existent à cause du transistor. Et ça, c'est typiquement l'héritage de la physique quantique. Le GPS, les lasers, c'est la même chose. Et toute cette recherche, elle a été faite au XXe siècle, elle a été faite en Europe. Et le marché, le business, il est parti aux États-Unis. Donc pour le calcul quantique, ça c'est un peu la même chose, mais ce coup-ci on se dit qu'on va peut-être faire un peu différemment et on va faire mieux. C'est-à-dire que les leaders du digital, Apple et Microsoft, cette fois-ci ils seront français, ils seront européens. Alors ça c'est bien parce que vous faites la transition avec ma dernière question. Est-ce que vraiment, parce qu'1,8 milliard pour le plan quantique, bon, c'est pas mal, quelques milliards sur la tête, mais sur la table. Est-ce que vraiment on va faire le poids face aux milliards déversés et investis par les grands faiseurs d'ordre, enfin les GAFA, etc. Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui c'est la technologie qui est clé. C'est ça où il y a le boulot d'étranglement. Et la meilleure technologie, c'est nous qui l'avons. Et je veux dire, et c'est pas avec des milliards que vous rattrapez ça. Et de toute façon, en termes de levée de fonds, vous avez dit 25 millions d'euros on avait en série A. Donc ça, c'est un peu exceptionnel en France, mais même aux États-Unis. Hein. C'est une des premières, c'est une des plus grosses levées à ce stade de maturité. Donc oui, on a tout à fait les avantages. On a tous les atouts pour réussir. La supply chain, elle est 100% européenne, par exemple, chez Pascal. On peut tout faire par nous-mêmes. D'accord. Jean-Charles, un petit mot sur... Oui, je suis assez d'accord. Non,
N'empêche qu'il y a quand même encore aux États-Unis une capacité d'investissement supérieure à ce qu'il y a en France, en Europe. Par exemple, dans le domaine, il y a une société là qui est issue de Google. Bon, ils viennent de commencer tout de suite avec 100 millions. Donc c'est pour vous donner les ordres de grandeur. Donc il y a quand même. Mais c'est vrai que d'un autre côté, comme le rappelait le président Macron, la pétition du NIST, il y a un quart des soumissions en finale qui viennent de l'INRIA, par exemple. Donc ça, le savoir-faire, on l'a vraiment. Donc vraiment, ce serait vraiment dommage de ne pas, avec cette excellence académique derrière, ce savoir, cette expertise, de ne pas être capable de le transformer après dans des solutions qui vont être utilisées au jour le jour. Parce que la cryptographie, c'est vraiment le moteur de la sécurité. Et ça, c'est un enjeu fondamental, y compris pour la souveraineté. Alors, encore un mot, je crois qu'il y a une question, donc ils Oui, sont oui, impatients là. Juste pour rebondir quand même sur ce point-là, c'est qu'en France, en Europe, on a toujours été bon en académique. Et là où on pêche un peu, c'est la suite. C'est le passage, c'est le passage au business. Et là, pour une fois, je dirais, on fait les choses un peu différemment. Déjà, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Contonation, qui est un fonds dit de Deep Tech. C'est le premier monde qui a été créé là-dessus, qui nous soutient tous les deux. Donc ça, c'est déjà un changement d'état d'esprit. Le deuxième changement d'état d'esprit, c'est que quand on a commencé, quand j'ai créé Pascal, tout le monde me disait « ça ne marchera jamais ». Je l'entends encore, et pourtant aujourd'hui, on a 2 machines vendues, on a plus de 15 clients partout dans le monde, y compris aux États-Unis, et aujourd'hui, on n'a pas assez de machines pour livrer pour les servir. Il y a une forte demande, et on est en train de croître pour justement adresser cette demande. Donc, voilà, il y a quand même un changement aussi d'état d'esprit. Et puis l'argent qui est investi aux États-Unis, ils peuvent aussi investir chez nous. D'accord. Mais il y a vraiment une dynamique des startups et donc Cotonation et la BPI aussi qui aide beaucoup. Ça, c'est quand même un élément très positif pour la France. D'accord. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur cette première partie quand même plutôt optimiste et on va laisser parce qu'il y a plein de questions. Donc bonjour. On parle de quantique, là, moi j'ai essayé plusieurs fois d'essayer de comprendre comment marchait un ordinateur quantique. J'ai compris que dans les ordinateurs classiques, on parle de bits, là on parle de qubits. Est-ce que vous avez un moyen simple pour nous expliquer c'est quoi les spécificités d'un ordinateur quantique? Comment on peut expliquer ça facilement? Parce que j'ai pourtant lu pas mal et regardé des vidéos, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne. Alors, voilà. Alors, si vous avez un moyen simple pour expliquer, une démo dans le métavers en plus. Alors, ça va être un peu compliqué. Un élément de réponse quand même, c'est de dire, personne ne se pose la question de comment marche un ordinateur classique. Donc, ça nous intéresse. Oui, non, bien sûr, il y a une curiosité intellectuelle derrière, mais bon, fondamentalement, c'est pas nécessaire de comprendre, je dirais. Alors, l'élément clé qui permet de comprendre comment ça marche, c'est le fameux état intriqué. C'est 2 particules dont on a l'impression qu'elles sont connectées. C'est-à-dire que vous les séparez aussi loin que possible, et bien pourtant elles restent connectées. C'est-à-dire que si vous agissez sur la première, la deuxième, quelle que soit la distance qui les sépare, va être immédiatement impactée par ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Il y a mon cofondateur Alain Spey qui a prouvé ce système-là. Il pourra vous en parler des heures. Ça marche vraiment comme ça. Et on ne viole pas on ne va pas plus vite que la lumière. Tout est bien expliqué dans le formalisme quantique. Et quand vous appliquez ça, là je parlais de 2 particules, mais si vous passez à n particules, en fait vous agissez sur une particule, il y en a n immédiatement qui sont affectées, j'ai envie de dire. Donc c'est du calcul massivement parallèle. Bon, c'est vraiment très rapide. Il n'y a pas de moyen plus simple pour l'expliquer. Toi, il y en a 30 particules, toi, il y en a changé une particule, tu vas voir que l'autre particule change. Alors, on mettra peut-être sur le site un lien avec des tutos. On garde Georges Olivier ce soir pour le dîner. Alors, qu'en particulier. Moi, pour le coup, j'ai une question qui est d'un autre ordre et qui nous concerne tous les deux. Moi, je souhaitais savoir, en fait, quelles dispositions vous aviez pour protéger vos secrets. Professionnels, les brevets, etc. Parce que c'est finalement
très prometteur. On explique que nous, la France, on a un avantage concurrentiel en l'état. Donc forcément, vous brillez beaucoup et vous attirez les convoitises. Donc comment, concrètement, dans vos entreprises, vous êtes protégé par rapport Surtout que c'est pas à vos évident, recherches. puisque justement, une des conditions pour participer à cette compétition internationale du LIST organisée par les Américains, c'était de dégager tous les brevets. Donc nous, on avait un brevet, par exemple, sur le fondamental, sur un algorithme fondamental, on a dû le libérer en fait pour participer à cette compétition. Probablement le retard qui est pris par le NIST en ce moment pour décider quel algorithme, c'est justement dû à des histoires de brevets. Donc on ne peut pas faire du brevet de la protection sur les algorithmes fondamentaux qui vont être utilisés, parce que là c'est vraiment le but qu'ils soient mis sur la place publique et que tout le monde puisse les utiliser. Par contre, après il y a toute la problématique d'implantation. Vous pouvez avoir un très bon algorithme, s'il est mal implanté, il va laisser fuir de l'information par des attaques physiques ou autres. Et ça, il y a énormément de travail. Et ça, par contre, on peut profiter dessus. Et puis, il y a aussi le secret. Donc, tout n'est pas public. Au-delà du brevet, comment vous travaillez au quotidien pour être protégé? On fait très attention et on est effectivement victime de certaines cibles. Effectivement, c'est un problème très important. Surtout pour une petite structure comme nous. Est-ce qu'il y a des engagements comme quoi vous ne pouvez pas être racheté? Oui, il y a des engagements. C'était le premier mot qu'a dit Bruno Le Maire lors de l'annonce du plan quantique. Il y a des contrôles, au-delà d'une certaine participation, je sais plus si c'est 20 ou 25%, il y a un contrôle de l'État français. Oui, enfin, ça va même au-delà des règles édictées, hein, je vous le dis. Et concrètement aussi, pour répondre aussi à la question, moi je suis en contact régulier avec la DGSI, qui viennent voir le site, qui viennent vérifier qu'on travaille bien. Si j'ai une candidature à un poste, et je dirais que la candidature est un peu exotique, je passe le CV et j'ai un retour. On me dit oui ou non. C'est justement quand elle est peu exotique, elle représente peut-être le danger vaccinal. Ben oui, peut-être. Alors on va continuer parce qu'il y a plusieurs questions. Henri, je crois après c'était Jean-Christophe et j'ai une question pour Jean-Charles Feuger. Il y a deux enjeux pour le futur du chiffrement. C'est effectivement le chiffrement post-quantique, c'est également le chiffrement homomorphe. Est-ce que les deux sont compatibles et est-ce qu'il y a des travaux justement qui, à moyen long terme, pourraient faire converger ce double besoin de ne pas laisser en CPU des données en clair sur lesquelles elles peuvent être lues? Parce qu'in fine, quand elles sont en compute... Ça, le chiffrement homomorphe, c'est vraiment la génération encore suivante de la cryptographie. Il se trouve que les algorithmes qui sont homomorphes, qu'on va pouvoir ils sont résistants à l'ordinateur quantique, parce qu'eux sont basés. On ne pouvait pas faire du chiffrement homomorphe avec la crypto actuelle, donc ça tombe bien. Il se trouve que déjà de base, cette cryptographie-là va être résistante à l'ordinateur quantique. Par contre, il y a d'autres problèmes pour l'instant pour passer vraiment à l'état industriel. Parce que là, les clés, j'ai dit tout à l'heure, il y a une augmentation des tailles de clés. Là, on a encore un ordre de grandeur plus grand. Mais ça va être un grand boom, effectivement. Et ça va être très très important, effectivement, pour mettre ces données en confiance dans le cloud et pouvoir les opérer dessus. Et puis une petite question sur Georges Rémy. Sur le type de technologie que vous utilisez dans vos processeurs, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs types de technologies très différentes qui peuvent avoir des enjeux de mise en œuvre qui sont fondamentalement différents quand on acquiert ce type de processeur. Oui, alors il y a quelqu'un qui a parlé de qubit tout à l'heure, donc c'est l'équivalent du bit classique, et un qubit en fait c'est une particule qui va venir stocker l'information. De température. Avec le fameux 0 ou 1 et qui correspond à des états d'énergie de cette particule. Alors ça peut être des atomes, ça peut être des photons, ça peut être plein de choses. Nous on utilise des atomes, d'accord, qu'on vient individualiser, qu'on contrôle un par un avec des techniques optiques. C'est comme si on avait ces atomes un par un sous un microscope. C'est important de les isoler parce que comme ça ils n'interagissent pas entre eux, que de la façon dont on veut qu'ils fassent grâce à notre contrôle. Et alors, utiliser ces atomes, ça va avoir plein d'avantages. C'est que le premier, c'est qu'on n'a pas à les fabriquer, on a juste à les prendre dans la nature, et par nature, ils sont tous identiques, ils sont tous parfaits. Le deuxième, c'est que par nature, ils sont aussi quantiques.
Hein, alors que les technologies concurrentes type IBM et Google, ils fabriquent des sortes d'atomes artificiels, hein, ils fabriquent des puces électroniques qui doivent refroidir à des températures extrêmement basses, et à partir de ce moment-là, voilà, leur circuit se comporte de manière quantique. Et il y a du bruit. Nous, on n'a pas ça, ça se passe à température ambiante, et c'est quantique par essence. Donc à la fin, le système est beaucoup plus simple, et surtout, il passe beaucoup plus à l'échelle. Parce que quand vous avez votre puce, donc aujourd'hui, les puces IBM Google à quelques qubits, elles font à peu près cette taille-là. Donc ils les refroidissent à des températures cryogéniques. Enfin, les photos que vous voyez là, qu'on voit partout sur Internet, c'est très joli, on a un chandelier. En fait, c'est juste le frigo. C'est pas un ordinateur quantique, c'est juste le frigo. Et plus la puce elle va augmenter, plus vous allez mettre de qubits, plus le frigo va grossir. Et en plus, il faut mettre des câbles pour venir parler aux qubits. Et les câbles, il y a un côté qui est à 0 degré et l'autre côté qui est à température ambiante. Donc il apporte des calories. Et je vous promets, pour passer à l'échelle, c'est pas facile. Non, on n'a pas ça. Donc c'est de l'atome écolo, quoi. C'est de l'atome écolo, bio, qui vient du bateau de Saclay. Vegan. Je reste là. Oui. Alors, dans les entretiens numériques, on a, nous qui sommes très loin encore à l'âge un peu préhistorique, hein, on essaye d'aller dans le cloud, c'est déjà compliqué, mais on y va pour l'essentiel de ce qu'on a entendu avec Microsoft, Google, Amazon. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux alors? Parce que franchement, l'infrastructure, on est plutôt en train d'essayer de leur passer ce truc qui n'est quand même pas le core business de nos entreprises. Donc comment vous voyez l'avenir? Non mais je suis sérieux. Comment vous voyez l'avenir des grands hyperscalers pour nous qui sommes en train de basculer chez eux? C'est quantique. Oui, on a un partenariat avec OVH, mais on a aussi des partenariats avec tous les fournisseurs de cloud. On a annoncé Microsoft Azure il y a quelques semaines, mais à terme, ils vont tous, je veux dire, ça va impacter tout le monde. Hein. Donc tous les fournisseurs de cloud auront des solutions quantiques sous la main. Donc vous en bénéficierez. C'est pas juste réservé au OVH. Je sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, les difficiles, mais bon. Oui. Allez, la dernière question. Michel. En principe, c'est bon. Oui, ça marche. Merci de vos explications. Il y a une chose que je n'ai pas bien comprise, notamment sur les machines quantiques, les avantages quantiques, c'est est-ce que vous développez un ordinateur quantique que vous programmez pour obtenir différents avantages en fonction des différents cas, ou est-ce que chaque machine en fait s'est spécialisée pour obtenir un avantage quantique dans un usage bien défini? Alors c'est une très bonne question. Alors Pascal, on fabrique les machines, d'accord, et on fabrique aussi des applications qui fonctionnent dessus. Et alors je vais faire un peu d'histoire, donc ceci étant dit, je vais faire un peu d'histoire du calcul quantique. En fait, le premier algorithme qui a été inventé, c'était dans les années 90, et c'était le fameux algorithme qui va casser la cryptographie. Ils se sont basés sur un mode de fonctionnement d'un processeur quantique qui à cette époque-là n'existait pas du tout, qui reprenait le mode de fonctionnement des processeurs classiques. C'est-à-dire qu'on fait des portes. Vous savez, quand vous allez dans le détail de votre ordinateur, là, il y a des systèmes de portes, on appelle ça, c'est l'algèbre de Boole, avec les portes A ou XOR et tout ça. Donc ils ont reproduit ça en quantique. Donc il y a des portes comme ça, logiques, quantiques. Et quand vous appliquez, et l'avantage de ça, c'est que c'est l'effet universel. N'importe quel calcul peut être décomposé en portes universelles. Et ça, c'est vraiment un héritage de l'informatique classique, si vous voulez. Mais quand vous regardez ce fameux algorithme dans le blanc des yeux, vous allez vous rendre compte très vite qu'il va falloir des dizaines et des dizaines d'années de développement des ordinateurs quantiques avant de pouvoir l'implémenter. Donc, il y a un autre moyen de faire, c'est pourquoi faire universel dans un premier temps? Faisons spécifique. Et l'informatique classique a démarré comme ça. Hein. Les premiers processeurs d'IBM, ils savaient faire qu'une seule chose, ils savaient faire les premiers de la compta, c'était des tableurs. Ils étaient optimisés pour ça. Et l'informatique quantique, ça va être pareil. Avant d'atteindre l'universalité, il y aura du temps. Et les premières applications, pour qu'elles servent aux gens, il faut vraiment qu'elles soient proches du hardware. Parce qu'il y a encore des défauts, il y a encore des erreurs. Et si vous voulez contourner ces erreurs-là et les rendre insignifiantes, il faut programmer au plus près. Et c'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça que les solutions qu'on développe sur Pascal, vous ne pouvez pas les faire fonctionner sur un ordinateur IBM.
Bon, alors on va. Merci beaucoup. Merci Jean-Olivier, merci Jean-Charles, merci tous les deux.